Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino France. Aujourd'hui on est avec Carole Gabé. Bonjour Mike. Bienvenue, ça fait super plaisir que tu sois là avec nous. Alors Carole vient de Shanghai à la base, c'est là où tu es basée. Et on devait se voir depuis très longtemps. En fait, je vais vous expliquer d'abord comment j'ai rencontré Carole. J'étais bloqué en vacances à Zhangjiajie, donc dans les montagnes, ces magnifiques montagnes Avatar, comme on les appelle. Et là, d'un coup, et ça, je pense que ça arrive à tout le monde en fait. Comme ça arrivait à ton mari, tu me disais, voilà. la même chose. Et là, donc il y a des cas qui commencent à arriver là où j'étais en vacances. Et donc là, stress et tout, parce que je veux absolument retourner chez moi, sur Pékin. Donc je me dis, bon, je vais contacter Carole. Et elle m'avait super aidé. Ah bon, je t'ai aidé. En tout cas, tu m'avais rassuré, quoi. Tu m'avais donné, et c'est ce qu'elle fait en fait, tu m'avais donné la situation, en fait. Tu m'avais fait un bilan, un point sur la situation Covid. Ouais. Et donc c'est ce que tu fais, au final. Et ça m'avait vraiment, si tu veux, voilà, rassuré, tu vois. Tu es rentré faire ta quarantaine ici, je crois. J'avais fait, exactement, ouais. J'avais pu la faire chez moi, avec ma copine. Et donc au final, ça s'est bien passé parce que je crois que c'était une semaine. Une semaine. Mais bon, donc voilà, sans plus attendre, Carole, est-ce que tu pourrais présenter ce que tu fais? Alors, je m'appelle Carole Gabé, d'abord. Je suis en fait en Chine depuis 9 ans et en expatriation familiale depuis 15 ans. Donc j'ai suivi mon mari dans 4 pays différents et j'ai une longue carrière derrière moi de market analytics, d'études de marché et de data management. Donc de travailler les données issues d'études de marché, mixées avec des données publiques et aussi avec une spécialisation dans le pharmaceutique, ce qui fait que tout ce qui est données sur les patients, c'est quelque chose qui m'est familier, et surtout aussi les données internationales, ça m'est familier. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans le travail bénévole, 100% bénévole que je fais aujourd'hui. Donc en fait, je mène le projet. C'est un projet que j'appelle un projet de recherche aujourd'hui, qui s'appelle Solidarité Covid France et de Chine, qui a démarré en fait en 2020, dans les premiers jours de la pandémie, où à l'époque le WeChat n'avait pas beaucoup d'informations traduites, les fonctionnalités ont bougé depuis, donc il n'y avait que des informations en chinois et il y avait une grosse anxiété de la communauté française. Et donc j'avais rejoint un groupe WeChat qui avait été créé par l'Union des Français de l'étranger, qui est la grande association reconnue d'utilité publique d'accueil et de convivialité des Français à l'étranger. Et ils avaient créé un groupe WeChat autour du docteur Zaguri qui avait souhaité informer de la situation au jour le jour. Et c'est là qu'en 1 ou 2 jours, j'ai proposé une segmentation, puisque j'ai fait du marketing, je suis diplômée de l'ESSEC. J'ai proposé une segmentation de la Chine entre le Hubei, là où il y avait le foyer de Wuhan, et puis le reste de la Chine, parce qu'on avait du mal à voir avec le confinement de Wuhan ce qui se passait là où nous on était, dans le reste de la Chine. Et en fait, on est arrivé avec le bon produit au bon moment, puisqu'on montrait très rapidement que le confinement de Wuhan avait un très fort impact, et que ça flambait à Wuhan, ça a mis du temps à baisser à Wuhan, mais en dehors de la Chine, en dehors du Hubei, ça allait très vite, beaucoup mieux. Voilà. Donc du coup, les gens étaient très contents de voir ça. Après, si tu veux, la pandémie est devenue mondiale et petit à petit, on a commencé à regarder. Ils ont pas tiré les leçons de. Moi, tu sais, c'est notre histoire. Voilà, moi je fais pas de. Bien sûr, bien sûr. Je ne fais pas je donne pas des leçons parce que aujourd'hui, le dentifrice, il est sorti du tube. C'est vrai, c'est vrai, ça va être dur, ça va être dur. Terminé. Donc après la pandémie est devenue mondiale, notre travail était bénévole, donc on a commencé à regarder les données mondes, etc. Et puis moi, les gens me demandaient qu'est-ce qui se passe en Chine. Et en fait,
j'ai continué à... Comme les gens qui nous avaient suivis, on avait jusqu'à 5000 personnes qui nous avaient suivis en février 2020, ils étaient principalement des Français de Chine. Donc c'était important de continuer à suivre la Chine, même si à l'époque il n'y avait que des cas importés. Donc toi, tu as commencé en fait au tout début. J'ai commencé au tout début. Quand c'était à Wuhan. Voilà. D'accord, donc février 2020. Voilà, février 2020, il n'y avait que la Chine. Oui. Et puis il y a eu le Diamond Princess. Et ensuite, ça a commencé mi-février avec l'Italie, etc. Et donc petit à petit, on s'apercevait qu'il y avait plein d'analyses, plein de choses, plein de données qui étaient partout. Et donc moi, je me dis, voilà, il faut rester dans ce que il faut continuer à suivre la Chine, parce que la Chine, c'est là où sont les gens qui nous suivent. Et puis de toute façon, en dehors de la Chine, toute la presse va s'emparer de l'épidémie, des données, et on n'aura rien de plus à leur montrer. Voilà. Donc finalement, c'est comme ça qu'est né, plusieurs mois après, Solidarité Covid Français de Chine, en s'appuyant en fait sur les données que j'avais collectées et structurées de la Chine et du monde aussi, mais surtout de la Chine. Et je me suis aperçue au fur et à mesure que c'était quelque chose d'unique. Parce qu'en fait, les données de la Chine ne sont pas disponibles avec un fichier CSV que tu peux collecter avec Python, avec machin. Enfin, c'est pas du big data, les données de la Chine. Oui, il y a peut-être du big data quelque part, mais pas dans ce qui est publié. Pas public. Voilà, ce qui est publié, ce sont des données agrégées, et en plus, ce sont des données journalières, et tu ne peux pas très difficilement reconstituer l'historique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le travail tous les jours. Et moi, je fais le travail tous les jours. D'accord. De reconstituer ce que j'appelle le puzzle. Il faut savoir que la Chine, c'est un très grand pays, complètement décentralisé. Bien sûr. Chacune province, elle a sa façon de compter ses cas, elle a son code de santé. Son code de santé voilà, le PCR de Shanghai n'est pas accepté à Pékin, il faut faire un PCR, machin, enfin, tu vois, tout est comme ça. Et donc, voilà, donc c'est un pays très décentralisé, et une vision holistique de l'ensemble des données de l'épidémie, c'est-à-dire les cas confirmés, les cas asymptomatiques. Sur toute la Chine. Sur toute la Chine, les guéris, les décès, enfin les décès, il n'y en a plus, mais, et les cas asymptomatiques qui deviennent confirmés, il faut refaire le puzzle tous les jours. Et c'est à partir en fait de dépêches, des bulletins des Health Commissions de chaque province, où ça sort en format texte. Et est-ce texte. qu'ils font un truc public Alors ils ont des applis comme Baidu, voilà, il y a plusieurs applis, ou Taotiao, nous on utilise Baidu et Taotiao, qui donnent les données. Maintenant on peut facilement traduire, hein, donc, ça donne les données par province et par ville. Mais pour retrouver tout l'historique par ville, impossible de le retrouver sur les applis. Voilà. Pour reconstituer l'historique, c'est impossible. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai cette base de données, vous disiez, depuis le tout début. Ouais, c'est super, ville, c'est génial. Avec les cas confirmés, les cas asymptomatiques qui sont devenus confirmés. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui font comme toi en France ou dans d'autres pays? Alors, je vais te dire... Parce que ça, ce serait intéressant, tu vois. Alors, sur la Chine, absolument pas. Personne ne fait ça en dehors de la Chine. Et un jour, un ami m'a envoyé lire un article qui avait été écrit sur Forbes, en disant, qui disait les chercheurs se prennent la tête comme c'est pas possible avec les données de la Chine, de la Covid. On comprend rien. C'est impossible de les automatiser. Et donc voilà, ils nous mentent. Ils nous racontent que des salades, on leur envoie des emails, ils ne nous répondent pas. Alors, de les automatiser dans le sens de faire des modèles de prédiction? Non, loin de là, juste de les récupérer. Ah d'accord. Et de les mettre dans un fichier Excel. D'accord, ok. C'est tout. C'est ce que je fais. Je récupère, c'est un format texte, je t'en enverrai. Ouais, bien sûr. Modèle, un format texte en chinois, avec qui dit il y a tant de cas, il y a tant de nouveaux cas dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Il y a tant de nouveaux asymptomatiques dans telle ville, il y a des cas importés et des cas locaux, et aujourd'hui à l'hôpital il y a X cas confirmés et X cas asymptomatiques actuellement, il y en a tant qui ont été relâchés, les cas importés arrivent de telle province, de telle ville, de tel pays, pardon, et les cas, on espère parfois dans les Health Commissions bulletins on les trouve, mais
En général, il faut chercher dans d'autres points presse, de savoir quand il y a des cas comme ça, tout d'un coup, dans une nouvelle ville, d'où il vient, comment il a été contaminé. Donc, en général, on garde son itinéraire sur 14 jours, et puis s'il était nulle part, c'est ce qu'on appelle un nouveau foyer. Et du coup, des gens comme Forbes ou je sais pas, en France ou même en Chine, est-ce que tu as été approché? Par qui tu as été approché? Alors moi, quand j'ai lu cet article disant par des professionnels, on n'arrive pas à récupérer les données, c'est le gros bordel, on leur envoie des emails, ils ne nous répondent pas. Donc c'est normal donc qu'ils ils nous mentent, ça veut pas, dire quoi. qu'ils nous... oui, non, mais ils ne nous répondent pas parce qu'ils n'ont pas un organisme structuré qui va faire toutes les provinces. C'est ça, la décentralisation de la Chine. Donc, il y a un tronc commun qui va aller dans Baidu, et tout le reste, les provenances des cas importés, les machins, les asymptomatiques, les définitions, et même les medium risques, les areas, les medium risk area, c'était les risques à niveau moyen. La chance, la définition. On avait 627 000 cas à Shanghai, on avait zéro medium, on n'avait aucune high risk area, on n'avait que des medium risk, alors qu'il y en avait, dès qu'il y avait 6 cas à Pékin, il y avait une high risk, donc c'était pas homogène. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont il y a un certain nombre de définitions qui sont homogénéisées, et il y a un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas homogénéisés par province. Ou de moyens, ou d'outils. Comme le QR code, quoi, par exemple. Voilà, tous les QR codes, c'est un par province. Donc quand tu plonges dans la Chine... Et est-ce que tu dirais que... Bon, là, je traite des dossiers un peu pêle-mêle, hein, mais sans vraiment d'ordre. Mais par exemple, la situation à Shanghai, est-ce que tu dirais que c'est dû à ce manque de coordination au niveau national, ou c'est autre chose? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'en plus, tu viens de là. La situation qu'on a connue à Shanghai. Ouais. Donc, alors, je finis pour dire que je fais un travail de collection de données qui est, je crois, unique au monde, puisque des gens dans des universités américaines se prennent la tête et ne savent pas le faire. Et je leur ai dit, mais je le fais moi, si ça vous intéresse. Est-ce qu'ils t'ont... non, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas répondu. Donc, ça les intéresse pas, c'est plus... On dirait que c'est plus un choix qu'autre chose. Voilà, quoi, ça les intéresse pas parce que... tu vois, c'est intéressant. Parce qu'eux, ils disent, on n'arrive pas à récupérer les données, donc ils nous mentent, ils nous cachent tout. Et quand il y a les données, ils les veulent pas. Et moi, je dis, j'ai les données, si ça vous intéresse, si vous voulez bien m'aider, parce que moi, je travaille comme un chien, hein, je travaille jusqu'à 15 heures par jour, c'est du délire. Ça dépend du nombre de villes, du nombre de cas et tout ça, mais c'est vraiment du délire, c'est un travail très très lourd. Et que donc c'est devenu un projet de recherche, comme si c'était un sujet de thèse, mais sauf que moi, ce que j'ai à offrir, c'est un process analytique de récupération et de structuration des données de Covid de la Chine, qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe en Chine. Et aujourd'hui, si tu veux, dans ce qui se passe en Chine dans un contexte totalement singulier aujourd'hui, qui est le contexte de la stratégie zéro Covid, puisque la Chine est le dernier territoire au monde à avoir les moyens de tenir une stratégie zéro Covid. Avoir les moyens, ça doit coûter cher. Se donner les moyens. Ça doit coûter cher, quoi, voilà. Parce que... Et donc, voilà. Donc, la quantité de tests PCR, c'est énorme. C'est des milliards. Des milliards. Et ce travail, je le partage, en fait, sous forme d'informations, de petits bulletins que je fais avec des groupes WeChat. Il y en a 4. Environ 1700 personnes. Donc on a démarré à 5000, mais maintenant il y a moins, et puis ça va baisser puisqu'il y a moins de Français. Est-ce que tu veux lire un exemple de point, par exemple? Le point d'hier. Alors donc, ce matin, c'était hier matin. Bon, ça c'était le point matinal de Shanghai. Voilà. Mais on va... Tu sais celui-là que tu vas garder, je sais pas. En fin de journée. Voilà. Alors, le nombre de cas, 567 cas, plus 29% par rapport à la veille, qui touche 17 provinces. On en était à 11 la veille. Donc là, c'était le 16 juillet. À Shanghai, en fait, il y avait eu un cas. À Shanghai, il y avait eu un cas, ce qu'on appelle un cas sociétal, donc il n'était pas à l'isolement qu'on avait trouvé le 16 juillet, mais ça n'a pas eu d'impact. Puisqu'on est en tendance baissière avec 26 nouveaux cas. Et la hausse au total Chine, elle est liée à une vague montante sur un foyer qui se trouve dans le Guangxi, dans la ville de Beihai, qui a été séquencé BA23, et on n'a pas trouvé de souche similaire en Chine, donc ça veut dire que la contamination vient de l'extérieur
de la Chine et probablement du Vietnam qui est tout à côté et où il y a de nombreux foyers régulièrement issus du Vietnam. Et le Vietnam a interrompu son reporting il y a plusieurs mois. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe vraiment. On a des dizaines de cas, nous, importés du Vietnam, mais quand tu regardes sur Worldometer... il y a plein de pays qui ont tourné la page Covid, quoi. Voilà. Donc, et donc voilà, un exemple de ce que je donne. Donc ça, je donne sur la Chine. Ouais. Après, je regarde les cas importés. La tendance des cas importés et avec la spécificité le nombre de cas importés au total et ceux qui sont arrivés par avion. Parce qu'il y a les cas terrestres qui arrivent du Myanmar, du Vietnam, du Laos. Ouais. Ça, ils sont peut-être moins faciles à détecter. Si, ils les détectent parce qu'ils ont des quotas quand même de gens qui peuvent arriver, mais il n'y a pas la politique du circuit breaker, c'est-à-dire de la réduction des vols et de la... Oui. Donc, d'accord. Il y a un quota de gens qui peuvent traverser la frontière. Entre donc l'Asie du Sud-Est et Hong Kong et Macao, parce qu'il y a des cas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a pas mal là-bas. Voilà, il y en a pas mal là-bas. Et donc je fais cette segmentation des cas totaux et importés et ceux qui sont arrivés par avion ou bateau. Il y en a très peu par bateau, mais ça arrive, c'est des cargos, c'est des marins. Ah d'accord, c'est marchandises quoi. C'est des marins. Ouais. Et donc je regarde la tendance sur ces deux lignes-là, parce que c'est la tendance sur les cas par avion qui va driver en fait les suspensions de vol. Parce que derrière, avec qui je partage ça avec des expatriés de Chine. Alors mon travail, évidemment, il pourrait bénéficier à tout le monde, mais j'ai pas le temps de le faire en anglais, puisque le cœur de mon auditoire, c'est des Français. Eh ben moi je te dis tant mieux. Moi je dis tant mieux. Voilà, parce que c'est ça aussi qui fait rayonner la France, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je dis si vous avez un bénévole après, qui veut bien me le faire en anglais, c'est vrai que si c'était en anglais, je pense qu'il y aurait une exposition 100 fois plus grande, je suis d'accord. Ouais, oui, bon. Mais moi qui suis chauvin, je dis tant mieux. Mais Et puis ça n'empêche personne de t'approcher, quoi. Surtout si c'est des gens d'Harvard ou j'en sais rien. J'ai des gens c'est pas le langage. Des non-francophones qui suivent mon travail. Et il y en a qui le suivent épisodiquement parce que ils n'ont pas lire ça tous les jours, mais il y en a qui le suivent qui ne sont pas francophones. Donc du coup, qui c'est qui t'a approché en professionnel, civil, gouvernement? Est-ce que personne. Tu peux... Parce que personne ici en tout. Chine, j'ai des followers qui suivent mon travail. Mais le sujet de la Covid était un sujet hyper sensible. Donc c'est pas du tout... Il est sensible de partout. Mais le fait d'être un étranger en Chine qui travaille sur les données Covid de la Chine, puisque l'image des données de la Chine, c'est une grosse boîte noire, une grosse black box dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La preuve que non. Voilà. Et moi je dis c'est la preuve que non. Donc, puis maintenant, si tu veux, la Chine, c'est des micro-foyers. Même Shanghai, c'était presque un micro-foyer par rapport au reste du monde parce qu'on connaît la chaîne de transmission. Donc moi je dis que mon travail, il est intéressant pour suivre les transmissions sur des micro-foyers. Il est intéressant pour suivre l'évolution de l'épidémie dans un contexte de dépistage quasiment 100%. Il est intéressant. Et puis pour surveiller l'évolution des restrictions ou des relâchements. Pour comprendre la dynamique de l'épidémie dans un contexte de stratégie zéro. Parce que si on ne comprend pas, on crée une sorte d'animosité et de désespérance. Bien sûr. Et d'incompréhension. L'ignorance, ça amène la haine. Et c'est ce qu'il y avait dans cet article de Forbes. Il y avait de l'animosité parce qu'on ne comprenait pas. C'est ce qu'on entend beaucoup ailleurs. Il y a de l'incompréhension, de l'animosité parce que la situation notamment des étrangers qui habitent en Chine, qui sont séparés de leur famille, qui ont tellement de difficultés à les retrouver et que c'est un péril de pouvoir envisager un voyage en dehors de Chine et de revenir, et très très cher. Donc tous ces gens-là, donc si tu veux, dans le gros des gens qui suivent mon travail, c'est d'abord d'un point de vue pratique, c'est
je voudrais pouvoir voyager, je voudrais pouvoir voyager dans la Chine, je voudrais pouvoir voyager en dehors de Chine, donc je regarde ce qui se passe. Voilà. Le quotidien des Français. Voilà, c'est le quotidien. Mais je fais partager en fait mon travail de recherche avec, je le partage avec tous ces followers, puisque ce sont les seuls qui reconnaissent et qui reconnaissent apprécier mon travail. Ouais. Bon, ça représente combien de personnes quand même, ces Français Alors, en gros, sur tous les groupes. Donc, c'est sur des groupes WeChat, quoi. Sur les 4 groupes WeChat, plus le LinkedIn. On a un compte LinkedIn. Ouais. On a aussi le site internet où il y a quelques abonnés. Ça doit faire... Enfin, des abonnés, tout est gratuit. Oui, bien sûr. C'est comme les abonnés YouTube, voilà, c'est gratuit. Et tout ça, ça représente environ 1700 personnes. Mais évidemment, sur ces 1700, tu vas en avoir plusieurs centaines seulement, je pense, qui suivent de très près. À ce propos, les gens pensaient à soutenir Carole parce que c'est un travail bénévole et ça touche franchement 1700 personnes, c'est pas énorme, mais c'est la communauté française en Chine, donc c'est nous et c'est super important et ça représente combien d'heures par jour, tu disais? Alors, c'est très élastique, ça dépend de l'actualité des foyers de la Chine. Il y a aussi la partie monde que je fais, parce qu'il y a quelques petites exclusivités dans le travail monde que je collecte. Et j'utilise un peu les benchmarks. Oui, tu parles de la France des fois, je vois. Je parle de la France et je parle du monde. Ouais. S'il y a des choses un peu mais spéciales. Je n'ai pas le temps d'y passer énormément de temps. Mais j'ai quand même quelques exclusivités parce que je récupère des données de Worldometer tous les jours. Ouais. Et il y a notamment les cas sévères qu'on ne peut pas récupérer l'historique sur plus d'une trentaine de pays dans les fichiers qu'on peut récupérer en open source avec tout l'historique. Une trentaine de pays, les cas sévères, avec tout l'historique. Donc je considère que c'est une exclusivité de mon travail et ça me permet de me benchmarker et de voir ce qui se passe dans le reste du monde. Ouais. Donc je fais régulièrement des rankings de tableaux bien sûr. Par ranking de mortalité, du taux de mortalité par semestre, ranking d'incidence par pays. Est-ce que tu veux nous montrer en détail un petit peu les tableaux que tu montres? Donc ça, c'est tous les jours. Hein. Donc ça, je fais partager mon projet de recherche avec mes followers. Et mon objectif, c'est d'avoir une institution scientifique qui un jour va héberger mon travail et le pérenniser pour que je puisse ne pas travailler toute seule. Enfin, je ne fais pas tout toute seule. Oui, tu as une équipe. J'ai une équipe. Est-ce que tu peux présenter ton équipe rapidement? Je vais vous présenter l'équipe. Ça leur fera plaisir. Et d'ailleurs, on mettra tous les liens. Donc les liens sont en description. Les liens pour soutenir Carole et son équipe financièrement. Tu as un compte YouPay, c'est ça? Alors, j'ai un YouPay, ça c'est pour la Chine. Ouais. Pour les gens qui sont en Chine. Pour les gens qui sont en Chine. Et une cagnotte litchi. Ok, super. Et donc... tous les liens sont en description. Donc si vous voulez soutenir Carole, ça se passe sur Litchi, ça se passe sur YouPay pour les gens qui sont en Chine. Voilà. Alors en gros, là, tu vois, c'est l'équipe aujourd'hui, hein, parce que ça bouge. Hein, les gens, ils ne gagnent pas d'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de soutenir. Voilà, depuis le début, en fait, il y a Mathieu et Laetitia qui m'aident. Okay. Mathieu, une fois par semaine, il fait des données de récupération sur Worldometer pour récupérer des données sur des graphiques qui sont où on a l'historique. Mais on n'a pas les cas sévères, on n'a que les nouveaux cas et les décès. D'accord. C'est pour ça que les cas sévères, il faut les récupérer tous les jours. D'accord. Laetitia, en fait, elle faisait aussi le projet depuis le début. Alors Laetitia, elle est formidable et elle m'aide, elle me trouve plein d'informations sur les suspensions de vol, sur les vols, dans la presse anglophone, les médias expatriés. Ça c'est important. Voilà. Ouais. Elle gère le compte LinkedIn. Elle a tout ce qui est un peu administratif, voilà. Elle m'aide et puis elle fait des travaux de saisie assez pénibles pour qu'on puisse mettre en base de données un certain nombre d'informations, notamment les dates d'arrivée des cas. Donc elle tape tout à la main sur elle Excel. reprend en fait, elle reprend le doc où je fais tout mon petit topo tous les jours. Ouais. Alors il y a un topo version courte
il y a un topo version longue. Oui, dans un le doc, PDF. Le PDF, Ouais. voilà. Et donc, elle reprend ce doc-là pour notamment saisir les dates les dates d'arrivée. Et dans l'article, le dernier article, Quand la Chine s'éveillera, Oui. il y avait une analyse tout à fait Super inédite. article d'ailleurs, Quand la Chine s'éveillera. Voilà. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler un petit peu. Il y avait une analyse totalement inédite sur le fait de passer le seuil de suspension de vol de 7 jours à 5 jours. Quel était l'impact est-ce qu'on allait gagner sur des suspensions de vol? A priori, on gagnerait 10%. D'accord. Voilà, c'est déjà ça. Quand c'est ton vol, t'es content. C'est clair. Et, là, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est les petites choses qui font les grandes choses. Voilà, en c'est ce les moment. petits lits qui font des grandes rivières. En ce moment, on prend tout ce qu'on peut prendre. Quoi. Voilà. Et d'un autre côté, il y a un risque. Il y a un risque de passer la quarantaine de 3 semaines à 7 plus 3. Hein, Ouais. on va passer la quarantaine Ouais. à 7 plus 3, donc là c'est une grande victoire. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir Plus de risque. des cas post-quarantaine, on en a déjà plusieurs. Voilà. Mais bon, tous ces petits foyers de post-quarantaine, tout ça, c'est pas des mammouths, c'est pas comme Shanghai. Parce qu'on a la capacité en Chine, on sait les gérer très vite, très bien, et donc ça va pas durer très longtemps. Donc les Chinois ont décidé de prendre ce risque-là. Est-ce que tu penses que sur le long terme, ça peut être une solution de faire par exemple, je sais pas, une quarantaine? Parce que là j'ai vu que dans certains pays, dans certains endroits, ils font, bon, il y en a qui ont tout annulé, je suis d'accord, mais par exemple 7 jours à la maison, est-ce que ça ce serait possible dans un futur proche? Alors au début c'était à la maison. Moi, je pense que dans un futur proche, ce serait possible de le faire à la maison, à condition que le logement soit vraiment facilement surveillable, etc. Soit à un l'isolement. minimum adapté, Voilà. quoi. Ouais. Parce que si tu vis avec 4 colocations, 4 colocataires dans un petit truc, Voilà. par exemple, Donc ça va. il y a plusieurs facteurs, évidemment. Ça va exclure pas mal de cas de. Moi, quand je suis allée en France, je suis allée seule en France voir mon fils aîné. Donc j'ai laissé mon mari, mon fils cadet ici. Donc quand je suis revenue, j'étais à l'hôtel. Hein. De toute façon, je ne ferai pas plus que je peux pas faire autre chose qu'aller à l'hôtel. Donc ça va. Tout ce qui peut éviter de. Mais il ne faut pas que ça demande des ressources supplémentaires, qu'il y ait des mecs qui doivent aller te faire les tests après ta Chinook, etc. On n'a pas fini avec l'équipe. Moi, j'espère un retour à la normale. On n'a pas fini avec l'équipe parce que je voudrais pas. Oui, allez, on continue. Donc il y a Pardon. Laetitia, il y a Gaëlle qui m'a rejoint en mai. Ouais. Et Gaëlle, elle m'aide sur de la saisie tous les jours, justement, faire cette base de données des cas confirmés. Et ça, puis c'est beaucoup de travail. on a un projet rédactionnel ensemble, mais ça reste encore quelque chose Super. Voilà, dont on parlera une autre fois. Super. Et il y a Claire. L'écriture d'un livre, peut-être. Peut-être, mais écoute, je te soutiens dans ce projet. Et il y a Claire. Claire, d'accord. Alors Claire, elle est chinoise. En France. Elle est chinoise, mais elle a été en France pendant 19 ans. Et puis elle est revenue en Chine pour s'occuper de ses parents. C'est super qu'il y ait une chinoise dans l'équipe, quoi, tu vois. Voilà. Et elle m'aide à décrypter les dépêches chinoises où je comprends pas. Oui, bien sûr. Je suis pas trop sûre. Et en fait, elle m'aide à faire cette fameuse base de données des clusters, où chaque cas, chaque ligne de ville par jour est affectée à un cluster, à un foyer, à une chaîne de transmission. Ouais. Et ça me permet d'avoir une base de données des clusters unique au monde, de comparer les clusters entre eux sur plein d'indicateurs comme les durées, les pics, l'incidence moyenne, les durées de guérison, etc. Les poids d'asymptomatiques, si j'ai des données démographiques aussi, les âges moyens, etc. Les pourcentages de cas sévères, le nombre la diffusion géographique, le nombre de provinces, le nombre de villes, etc. Donc cette base de données des clusters, j'en suis très fière et c'est grâce à Claire que nous l'entretenons. Et si tu veux, il n'y a pas les gens qui ont un deliverable régulier, c'est Mathieu toutes les semaines, Gaëlle tous les jours et Laetitia quand elle peut, mais c'est souvent tous les jours. Merci Laetitia, mais qui est en vacances en ce moment. Et Claire, c'est quand je lui demande. Mais quand c'était en
fait, il y a dans le cluster de Shanghai, il y a eu jusqu'à 57 nouveaux foyers sur le mois de mars. On ne savait pas d'où venait la contamination. C'était la folie, oui. C'était la folie. Donc pendant ce mois de mars, on travaillait plus que tous les jours. Est-ce que les gens, ils donnent quand même bénévolement, enfin, ils donnent les gens qui des travaillent sous avec là un moi, petit peu ou pas? Les abonnés, les suiveurs, les followers, ils donnent un petit peu ou pas? Un petit peu de temps en temps. Un petit peu. Les gars, il faut participer, hein. Il faut participer. Hein. Voilà. Et ceux qui s'en vont aussi, ce serait sympa qu'ils nous disent au revoir. Et bien sûr, bien sûr. Merci pour le bien travail. sûr, il faut... parce que j'ai vu que, bon, récemment, sur les groupes, là, c'est un peu calme. Dans oui, le groupe mais où je suis... alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont sur les groupes depuis très longtemps. Ouais, moi voilà. Le premier. Et on n'est plus dans le débat. Tu sais, la c'est Covid, vrai, on c'est en vrai. a ras la casquette. On en a tous, ras-le-bol. tous ras-le-bol. Il y en a marre. On en a marre, et on en a pour encore un long moment avec cette fichue épidémie. J'espère pas, on ne sait pas. Toujours espérer, mais d'après les spécialistes, c'est un puits sans fin. Voilà. Donc, c'est clair, vu que c'est mondial. Voilà, c'est mondial. C'est mondial. Donc, c'est comme d'autres... Donc, donc en fait, des débats, il y en a eu beaucoup au début, à Wuhan, machin. Après, il faut savoir qu'on est en Chine, on ne peut pas dire ce qu'on veut, et c'est un sujet très sensible. Donc très vite, ça peut déraper. Et donc les modérateurs, paf, ça coupe. Donc ils savent qu'ils ne veulent pas trop... Écoute, en France non plus, on ne peut pas dire ce qu'on veut sur le Covid. Donc, et beaucoup de gens me contactent en privé quand ils ont des questions. Ouais. Et donc, voilà. Donc c'est pas parce que c'est calme que les gens ne lisent pas. Moi, c'est ce que beaucoup de gens me disent, oui. Parce que parfois je rencontre des gens qui n'ont jamais posé de questions sur les groupes et ils me disent mais je regarde tous les jours. En fait, ce que je voulais dire, c'est ce serait sympa voilà. de temps en temps lâcher un petit merci, voilà. Oui, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça compte, voilà. Ça compte. Oui, il y en a qui le font, mais c'est vrai qu'après, les gens ils veulent pouvoir retrouver rapidement aussi le doc ou le point de tel jour, donc voilà, c'est pas plus mal. Mais après, ils peuvent retrouver sur le site, ils peuvent tout retrouver sur le site, puisque Laetitia, elle me met le post quotidien sur le chat, elle me le met sur le site. Bien sûr. Donc voilà, elle fait toute cette partie connectique, comment on dit, community management. D'accord. Voilà. Ok. Management communautaire. Voilà. Même management, c'est pas français. Donc, bon, bref, est-ce qu'on passe au point suivant? Tu choisis le point suivant ou je choisis? Moi, en fait, j'avais envie de parler de cet article-là. Quand la Chine s'éveillera, ça fait penser à la phrase de Napoléon. C'est vrai. Et ensuite... C'était la phrase de Napoléon qui a été reprise pour le titre du livre de Alain Perfit. D'accord. Et en fait, ce livre, il parle de quoi? C'est pas du tout... Oui, ça ne parle pas de la Covid parce qu'il a été écrit en 73. Voilà, c'est ça, ouais, d'accord. Okay. Il parle de quand la Chine, qui était un pays moyenâgeux en 73, deviendra ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord, voilà. Super. Et donc, Alain Perfit, bravo. Voilà. Bravo. Le titre de cet article, c'était un petit clin d'œil parce que la Chine n'a pas décidé de passer au vivre avec, et je pense pas, mais elle a fait quand même un certain nombre de Écoute, il faut patienter, on verra. Pragmatisme, et donc voilà. En tout cas, ça s'ouvre quand même. Moi, on a dit qu'on s'en tenait aux faits dans cette vidéo. On n'est pas là pour débattre. Les faits, c'est que la Chine s'ouvre. Alors, les faits, c'est que en fait, la Chine... Il y a plus d'avions. Alors, les quarantaines sont réduites. Oui, ce que j'ai expliqué dans l'article, c'est qu'en 2020-2021, le monde était dans la panasse, entre l'enchaînement et confinement, etc. Et donc, on avait l'impression que la Chine... En France, c'était dur. Voilà, l'Eldorado, ça y est, la Chine est Covid-free, donc on veut y aller, donc on payait très cher sa place pour y aller. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, avec Omicron, on sait qu'on va avoir en permanence des foyers en Chine. Oui. Alors, des confinements comme on a eu à Shanghai, je ne crois pas qu'on en aura très longtemps. Des foyers aussi gros, parce qu'ils apprennent ils apprennent. Donc, ils font tout ce qu'il faut pour éviter que ça... Après, tu vois...
Ok, ils apprennent de leurs erreurs, enfin de ce qui n'a pas marché. Ils vont tout faire pour éviter. Mais si ça veut dire plus de restrictions, plus de moyens financiers dépensés, c'est ça aussi, c'est la surenchère. On va voir ce que ça va donner, hein, ces relâchements de restrictions. Donc principalement, donc, dans l'article, il y a deux tableaux hein, sur la liste des restrictions qui ont été allégées, la liste des allègements pour ce qui est de la prévention des foyers en intérieur. C'est ça. Avec les voilà. Ça. Ouais. Et donc en gros pour nous ce qui est le plus important, ça c'est super bien fait, super intéressant ce petit tableau là. Ouais. Génial. Et pour nous ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'étoiles sur le travail. Oui, ça fait une semaine à peu près qu'ils ont enlevé l'étoile. Voilà. Depuis le 29 juin je crois. D'accord. Ils ont enlevé l'étoile. Ça fait plus 2-3 semaines. Ouais. Et donc ça c'est une grande nouvelle. Pour les Chinois. Pour les Chinois, pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir dire que les endroits à risque, c'est là qu'il faut se concentrer là-dessus. Mais en contrepartie, on a dit bon maintenant on vous arrêtez de rigoler sur les medium risques, on va harmoniser ça. Donc dès qu'il y a un cas sociétal, qui n'était pas à l'isolement, sa résidence, elle est high risk, donc ça veut dire 14 jours de quarantaine, et tout le reste, tous les endroits où il est passé, avant on envoyait les désinfectants, mais il n'y avait pas de classification à risque sur les endroits où il était passé. Oui. Et maintenant, tous les endroits où il est passé sont classifiés medium risk. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si on ne le fait pas, les provinces vont refuser de voir arriver des gens qui viennent d'endroits, de provinces, de villes où il y a... Ils vont dire... Donc les provinces vont refuser... Les provinces vont refuser. Moi, le jour où ils ont enlevé la medium risk, en fait, l'étoile, je suis allée dans le Zhejiang. Je savais que j'avais le droit... Déjà avant, le Zhejiang était à côté de Shanghai, et donc ils avaient dit on va accepter les gens de Shanghai s'ils ne viennent pas des medium risk. Mais c'est le jour, et il y avait une nervosité très forte parce qu'ils avaient enlevé l'étoile, donc du coup ils avaient peur. Voilà. Et donc j'ai passé 20 minutes à la gare avec la police pour qu'ils me laissent passer. On laissait passer. Voilà. Et donc ça, le fait qu'on n'ait plus l'étoile, c'est quand même quelque chose de très très important pour la mobilité intérieure en Chine. Voilà. Et pour la mobilité externe, en fait, on sait que ça va durer très longtemps, cette Covid. Et donc, il faut toute cette batterie d'allègements qu'ils ont fait, pour moi, c'est une stratégie de vivre avec la zéro Covid. C'est pas vivre avec la Covid. J'ai vu que tu en parlais dans un article. Ouais. C'est vivre avec la stratégie zéro Covid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement paralysé pendant des mois parce que va y avoir des rebonds des foyers existants, va y avoir des nouveaux foyers, il va tout le temps y avoir des choses, il va tout le temps y avoir des foyers. Le nombre moyen de foyers actifs, il est passé par jour, on était à 0 en 2020, hein, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on avait 0 cas local, et puis au moment du Delta, c'est monté à 6-7, jusqu'à 10-15, on a parfois des journées où on est à 15-20 foyers actifs dans la journée, c'est-à-dire des chaînes de transmission indépendantes qui ne sont pas reliées entre elles, Bien avec sûr. Des souches différentes. Bien donc sûr. Ça, c'est très très... Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être aussi strict parce que sinon on est paralysé à tout jamais. Et, voilà. Et donc pour l'extérieur aussi, on sait que on a besoin... les touristes, c'est terminé, on n'en aura plus, mais on a quand même besoin à ce que des hommes d'affaires puissent venir, que des Chinois puissent aller à l'étranger et revenir. Même le tourisme, tu vois, attends. Je sais pas, il parle de tourisme, mais quel touriste va vouloir faire 10 jours de quarantaine, bien sûr. vols, mais c'est pour ça que moi j'aime bien ce qu'ils ont fait, ouais. Comme tu disais, en Thaïlande ou au Vietnam, c'est ça, où ils ont tout arrêté. Ils prennent même plus les relevés. C'est quel pays? Le Vietnam, il n'y a plus de reporting. Ouais. Et tu sais que le Vietnam, je sais pas, mais à l'époque, ils n'avaient pas eu un seul mort.
Oui, alors Peut-être que maintenant ils en ont eu. Jusqu'en mai 2021, ils avaient quasiment. Tu te rends compte? Ouais, mais quand ils en ont eu, ils en ont eu. Hein. Ils en ont eu beaucoup. Ah oui. Ah pardon, je savais pas. Ils en ont eu beaucoup. Ça a été très, Bon, très... quoi qu'il en soit, moi je suis plutôt partisan de ça. Après, bien sûr que ça veut dire qu'il y aura des morts. Mais ce que tu fais pour protéger ces morts potentielles, tu rends la vie impossible à tout le monde. Alors tu vois, ça, donc, voilà, ça c'est ton opinion. Oui, je sais que c'est politique, je donne mon opinion personnelle. Parce qu'en fait, mais là je suis hors sujet. Hein, voilà. Non, mais le problème c'est que ça devient très vite. Suis hors sujet. Ça devient très vite un débat et c'est pour ça que les followers, si tu veux, ne vont pas te faire de débat parce que. Ça a déjà été fait. C'est parce que en fait, si tu dis les quarantaines c'est d'un autre temps, c'est le Moyen-Âge, machin, maintenant on a les vaccins, ça veut dire vivre avec. Voilà. Et ça veut dire forcément, pour un pays immense de 1,5 milliard d'habitants, qu'on appelle naïf, on a vu en Inde, ils ont eu des millions de morts en Inde. On ne sait pas vraiment combien il y a eu de morts. Il y en a eu beaucoup. Voilà. Il y en a eu beaucoup. Mais, donc ça, et surtout, on n'a aucune exposition au virus, puisque il y a eu 2,5% de la population de Shanghai qui a été contaminée sur ce méga foyer. Il y a eu 4,8% de la population de Wuhan en 2020 qui avait été contaminée, qui maintenant n'a plus cette immunité infectieuse. Donc dans le reste du monde, voilà, dans le reste du monde, on sait que chaque vague Omicron, elle va être inférieure à la précédente, parce qu'il y a un terreau de gens qui ont une forte immunité, de jeunes qui ont une forte immunité, qui vont la tenir longtemps. Et puis va arriver, moi j'ai vu des courbes de prévision, qu'en fin 2023, ça va réexploser, parce que les jeunes auront perdu leur immunité infectieuse d'Omicron de janvier 2022. Donc en fait, il faut se dire qu'il y a il n'y a pas de choix. Hein. On ne choisit pas, on subit et on fait ce qu'on peut avec. Mais c'est-à-dire que c'est l'économie, en fait, l'économie, c'est le poumon, l'économie, elle repose sur la psychologie. Donc les gens, ils ont besoin de savoir. Oui, je vois ce que tu veux dire. S'il y a des incertitudes, c'est pas bon pour l'économie. C'est pas bon pour le business. Et donc, dans les deux scénarios, il y a des incertitudes. Dans le scénario du vivre avec, on est vacciné, ouais, ok, on a été infecté, on a enterré, pleuré nos morts, ok, on veut tourner la page. Mais ça revient, est-ce que je vais pouvoir organiser mon mariage, mon événement, mon truc, est-ce que je vais pas être cas contact, est-ce que je vais pas être... les cas contact font plus de... Est-ce que mes parents, je vais les inviter à une grande fête, etc. Bon, voilà, c'est une angoisse permanente pour les gens quand ils sont entre les vagues. Alors, entre les vagues, ils en profitent. En Europe, aux États-Unis, partout dans le reste du monde, on en profite entre les vagues, on profite à plein fond de la vie. Mais justement, quand on vient d'être contaminé, qu'on sort tu es dans le creux de la vague, voilà. Tu profites, ben c'est là que ça va rebondir vu que les gens profitent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ou alors, doit-on profiter? Non, il faut et d'ailleurs, c'est ce que moi je fais, et c'est ce que tout le monde fait. Il faut en profiter quand tu peux. Voilà, il faut en profiter quand tu peux. Donc moi, je suis pas du tout pour... Par contre, tu sais, voilà, quand tu es dans des transports en commun, c'est pas un endroit festif, machin. Et il y a des gens que tu connais pas, des personnes âgées, etc. Il faut être par civisme, il faut mettre le masque. Et moi, je considère aussi... Mettre le masque dans les endroits où il y a du monde, il faut se tester régulièrement. Il faut se tester régulièrement parce qu'on ne sait jamais. Même en France, tu penses qu'il faut se tester? Ah oui, moi je suis pour. Mon fils qui a 23 ans et qui a ses 4 grands-parents âgés de 77 à 83, voilà. Du genre, ça c'est pas mal ce que tu viens de dire. Par exemple, tu sais que tu vas chez papy et mamie dans quelques jours, boum, tu te testes avant. Ah oui. Et au final, c'est un test tous les 6 mois, quoi. À part si tu vas mon fils il va souvent chez papy. Ouais, non mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas comment dire, ça va pas te peser sur ta vie, quoi. En fait, si les tests sont faciles à faire... Tandis que là, en Chine, ça pèse sur notre vie, quoi. Voilà, alors, parce qu'on doit le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours. Oui, mais les premiers jours, c'était l'enfer. Quand on est sorti de confinement, il y avait 2 heures de queue. Mais maintenant, ça va. Maintenant, c'est... Moi, je vais en bas de chez moi, là. Ouais. Je vais en bas de chez moi, mais littéralement, je te montrerai tout à l'heure,
Ouais, je vais le faire d'ailleurs. Il y a, il y a des fois il y a une personne devant moi, une personne, et j'y vais. Ça c'est vrai que ça prend. Sinon, quand je suis au boulot dans mon école, là, bon après c'est une école donc c'est peut-être spécial. Dans les entreprises, je doute que ce soit comme ça. En tout cas, dans mon école, c'est dans la gym couverte là. Ouais. Et je sais pas comment on dit. Aussi dans la gym. Et dans le gymnase, merci. Et du coup, on fait la queue, ça prend 1 minute. Oui, c'est pas... Donc ça, voilà, c'est bien. Ouais. Surtout que c'est sur mon temps de travail, entre guillemets, tu vois. Très bien. Donc voilà, parfait. Donc en fait, vivre avec, on a ces creux de la vague, on ne sait pas quand ça va venir, on ne sait pas quand la vague va venir, donc c'est incertitude, donc c'est pas forcément très bon pour l'économie. Et vivre avec la stratégie zéro Covid, c'est penser qu'on va se retrouver en quarantaine, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, est-ce qu'on va pouvoir organiser un séminaire voilà. Donc dans les deux cas, si tu veux, il y a des paralysies de l'économie, mais il y a une chose, je dois te dire, nous qui habitons en Chine, c'est que quand on se sent en sécurité, on sait que on est en confiance parce qu'on sait qu'il y a des tests, on sait que les cas sont isolés, que les cas importés sont isolés, les arrivées. On est en confiance et on a envie d'en profiter et on a envie de faire la fête. Et quand on fait la fête, on la fait. Mais après, tu sacrifies ta liberté pour de la sécurité en fait. La liberté de quoi? Ta liberté, par exemple, d'aller venir, tout simplement. De toute façon. Les confinements tels qu'on les a connus en Europe... On ne peut pas aller en France et revenir, comme on disait au début. Tu sacrifies ta connectivité, ta mobilité mondiale. Ouais. Mais même à l'intérieur de la Chine, quoi. Et c'est pour ça que, comme ça va être du très long terme, comme ça va être du très long terme, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire tous ces allègements. En même temps, et parce que on n'est plus l'Eldorado Covid-free, on a vu les images du confinement de Shanghai. Ça dure. Ça a duré, les gens étaient pas combien bien. Sont partis? Combien d'étrangers sont partis, tu vois? Ça, c'est la meilleure preuve que les gens, et même des Chinois sont partis. Même des Chinois... Donc voilà, ça n'a plus la même... souvent, c'est les riches, quoi. Voilà, ça n'a plus la même attractivité, et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ces allègements. Et on verra le bilan que ça va donner. J'espère que ça va continuer. On espère que... Après, ce que j'admets bien volontiers, c'est qu'il faut préserver les gens de la mort. Ça, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué de faire ce choix. Alors, au final, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux pas rentrer... j'ai fait dans un article... Je suis content de pas être décisionnaire, tu vois, parce que je sais pas ce que je ferai. Alors j'ai fait un article sur le bilan du foyer Shanghai, qui était un des seuls foyers post-Wuhan où on a eu des décès. On a eu 2 décès, Jilin et Hebei en janvier 2021. Et ensuite, on a eu 2 décès, ou un décès, je ne sais plus, à Jilin cette année. Ouais. Et puis, on a eu 588 morts à Shanghai. Ouais. Donc, ça, parce qu'il y a eu une grosse vague, quoi. Il y a eu une grosse vague. Et ce qui s'est passé... Un gros foyer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu d'abord isoler les gens, d'abord les mettre dans les makeshift hospitals. Oui. On a d'abord voulu les isoler. Et donc là, on a vu toute la mécanique logistique à la chinoise. Allez, on embarque les gens, et puis alors, je te dis pas, les drames, les familles séparées, les PCR, les tests, les machins, les conditions... les toilettes qui puaient, ne marchaient pas, la nourriture qui n'y arrivait pas, le wifi qui ne fonctionnait pas. Donc ça a été vraiment le bureau des pleurs pendant plusieurs jours. Et donc ils étaient tous là à remplir le fengchong, et puis voilà. Et puis pendant ce temps-là, si tu veux, il y avait des gens qui avaient besoin de soins. Parce qu'il y a un truc qui est très très important, c'est dépister et s'occuper des gens tout de suite, des malades tout de suite. Bien sûr. Donc le dépistage précoce, le traitement précoce. Le Paxlovid, là, le fameux produit, il faut le prendre dans les 5 jours qui suivent la contamination. Il est disponible en Chine? Alors, il a été approuvé en Chine, à l'inverse approuvé administrativement en Chine, à l'inverse du fameux vaccin ARN, qui n'a toujours pas été approuvé administrativement. Il a été livré... Tant mieux.
Il a été livré, mais il n'a pas été. Il est très contrôlé par le gouvernement, donc il ne communique absolument pas sur combien de personnes en ont bénéficié. Donc, écoute, je pense qu'ils veulent leurs médicaments. Ils ont leurs médicaments, ils sont faits voilà. maison, quoi. Voilà, ils ont leurs médicaments. Comme tous les pays, tu regardes. En Russie, ils ont leur vaccin. En Chine, ils ont leur vaccin. Nous, en Occident, on a notre vaccin, etc., etc. Tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, et c'est pour ça qu'il y a eu des morts, et tu vas voir sur la courbe, on va la montrer. La courbe, elle est unique parce que en fait, on voit que ça monte, le nombre de cas, ouais. les cas actifs, et puis jusqu'à ce qu'on arrive au pic, il n'y avait aucun cas sévère. On avait 250 000 cas, on n'avait pas de cas sévères. Et ce n'est que quand on avait rempli... Celle-ci? Ouais, ce n'est que quand on a rempli... Donc ça, c'est la courbe des... Ça, c'est la courbe des cas actifs. Ouais. Et ce n'est que quand on est arrivé au pic qu'on a commencé à enregistrer des cas sévères et tout de suite des décès. Jamais dans le monde, tu peux regarder tous les courbes Worldometer, tu verras jamais un truc pareil. Un décalage tel entre le pic des cas actifs et les cas sévères et les décès. Là, comment ça se fait ce décalage? Parce qu'on a dépisté comme des malades, on dépistait tout le monde. Allez hop, on remplit, hein, on met tout le monde dans l'arche de Noé et après on va s'occuper des gens. Et bon, et c'était trop tard pour certains. Isolé d'abord, donc. Isolé d'abord, voilà, pour éviter. C'est vrai que en gris, on voit le nombre de morts, du coup. Ouais. D'accord, d'accord. Et alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que quand il y a eu la flambée à Hong Kong, je me suis dit, il y a un truc qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir l'efficacité des vaccins chinois, 2 doses ou 3 doses, on va pouvoir la mesurer réellement sur Omicron. Ouais. Et sur une population qui a une forte exposition au virus. Parce que nulle part ailleurs on avait ça. Puisque tous les pays qui avaient pris des vaccins chinois en 2021, ils ont finalement complété avec de l'ARN, de l'AstraZeneca et d'autres choses. Ouais. Et donc, il n'y avait qu'à Hong Kong où il y avait des gens qui avaient décidé de se vacciner Sinovac. Et les expatriés étaient tous vaccinés Fosun, hein, Pharma, BioNTech, c'est pas Pfizer, c'est BioNTech. Et donc ceux qui s'étaient vaccinés chinois, ils s'étaient vaccinés que chinois. Et donc là, on a pu vraiment mesurer sur ces gens. L'efficacité. Et donc ils ont publié, Hong Kong a publié des taux de létalité très intéressants par tranche d'âge, etc. Et si on prenait les mêmes taux de létalité, donc c'est le même vaccin, qu'on les appliquait à Shanghai, on aurait eu 4 fois plus de morts. 4 fois plus de morts. Pourquoi? Parce que, et le pourcentage de morts qui étaient vaccinés, qui avaient quand même eu des doses à Hong Kong, était de 27%, je crois, et à Shanghai, il était de 6%. Donc ces taux de létalité, en fait, c'est dépendant de la pression hospitalière. Qu'est-ce qui s'est passé à Hong Kong? Il y a eu énormément de cas, la population était complètement naïve, elle avait été très peu exposée au virus, et en plus de ça, comme ils se sentaient à l'abri, ils se sentaient protégés et à l'abri, eh ben, les personnes âgées n'avaient pas été incitées à se faire vacciner. Et donc là, ça a été la catastrophe. Donc il y a eu 9 000 morts, un taux de mortalité d'environ 0,76% au pic, ouais. Par rapport à Shanghai, c'est 0,09%. Donc c'est beaucoup moindre. Et pourquoi il y a eu... Donc tu ne peux pas dire, tu vois, le vaccin est efficace à X%, parce que ça tient pas. Parce que ce qui fait les morts, c'est la pression hospitalière, c'est le fait que on n'ait pas la place dans les hôpitaux pour s'occuper des gens qui ont besoin de soins. Voilà. Et on a quand même sauvé des vies à Hong Kong, à Shanghai grâce à ce terrible confinement qu'on a tous subi. Ouais. Bon, moi, je l'ai subi beaucoup plus facilement que d'autres, mais de toute façon, j'étais le nez dans le guidon du matin au soir à travailler les données et à répondre à très nombreuses questions qu'on me posait. Voilà. Donc il y a quand même un effet, voilà, c'était terrible, mais ça. Après moi c'est mécanique. Nous on est quand même privilégiés, tu vois, par rapport aux Chinois moyens ou même aux Chinois qui sont pauvres. Tu sais, la pauvreté, c'est ce qu'il y a de pire lors des maladies. J'ai vu, par exemple, quand il y a eu la peste noire en Europe ou d'autres maladies de ce genre, ceux qui mouraient, en fait, c'était les pauvres. Les riches, au final, ils ont une meilleure hygiène, tu vois. Donc peut-être accès à l'eau courante, au Moyen-Âge, je pense pas. Mais ils avaient quand même
une hygiène, accès à une meilleure hygiène, tu vois. Donc souvent, c'est tout bête, mais il y a certaines maladies qui peuvent disparaître juste en se lavant les mains. Avoir accès à du savon. Alors les Chinois insistent beaucoup quand tu lis les dépêches provinciales, là, moi je regarde plus parce que ça m'intéresse pas la suite, mais ils disent toujours oui, health tips, machin, lavez-vous les mains, faites attention, ne faites pas de rassemblement, etc. Donc ils te donnent toute une série de choses à respecter. Mais bon, quand on est en Chine, c'est vrai que quand on est sorti... on est à l'abri parce qu'on est confiné. Donc moi, si tu veux, le masque, j'ai pas l'habitude de le mettre beaucoup parce que soit j'étais confinée. En fait, ça dépend des villes aussi. Voilà. Soit on disait que c'est super décentralisé. La Chine, c'est tellement grand. C'est comme si, en fait, c'est à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de l'Amérique. Les gens, ils ont des us et coutumes totalement différentes, quoi. Pékin, c'est strict quand même. Les gens mettent le masque tout le temps, tu vois. Peut-être pas... Allez, je vais dire 90% du temps, ce qui est énorme, tu vois. Donc moi, du coup, je l'ai toujours là, ou dans la poche, ou vraiment pas loin, tu vois. Parce que bon, moi-même, c'est pas dans mon tempérament de mettre le masque, tu vois, je l'avoue. Mais dans d'autres villes de Chine, c'est carrément free, quoi. Ah oui, tu vois ça... En fait... c'est ça qui est étonnant. Non, mais le masque, il va disparaître au fur et à mesure que la pression diminue. Mais bon, à Pékin, en fait... Je pense que c'est surtout culturel parce que... Oui, non, il y a une... Si tu veux, il y a une sensibilité des différents territoires de la Chine. Bien sûr. À l'émergence de foyers. Et il y a d'abord la situation dramatique des villes frontalières qui sont en permanence... elles ont des foyers en permanence. Il y a la ville de Ruili au Myanmar. Et comment ça se fait que dans le... pendant 6 mois quasiment. Donc, les frontières du Sud avec l'Asie du Sud-Est. La population, de toute façon, il n'y a plus de business, il n'y a plus d'échange avec le Myanmar humain, quoi. Et donc, on ne peut plus rien faire. Donc la population, elle a été divisée par 3, quoi, dans ces villes-là. Dans le nord, avec la Sibérie, c'est pareil. Et dans le delta des Perles, donc... Canton, Shenzhen, alors ça, maintenant c'est la comment ça se fait qu'ils aient rien? Ah bah ils ont. À Shenzhen, du côté chinois. Oui, ils ont. Ils ont eu un foyer à Shenzhen en janvier qui a duré de 1 mois et demi. Ils en ont maintenant à nouveau. Ils ont des petits... Non, mais il y en a... Des petits trucs. Voilà, ils ont des trucs de plusieurs dizaines de cas, plusieurs centaines de cas. Et ça dure, et puis... Mais bon... On ne ferme pas tout dès le premier cas. Maintenant, on est très on cible, on localise et on ne ferme pas tout et on n'a plus cette fichue étoile parce que si c'est toute la ville qui va être flanquée d'une étoile, ça va paralyser les gens pendant... Nous apprenons à vivre avec la stratégie zéro Covid, avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Et le reste du monde vit avec la Covid, avec ses bons côtés, c'est-à-dire on part en vacances, on vit comme avant, on fait la fête. Mais le nombre de morts... Et ses mauvais côtés qui sont d'abord... Le service hospitalier... Je suis positif, je ne vais pas pouvoir partir, je vais rater tel truc et machin. Et puis, mince, mes parents, mes grands-parents, j'ai peur pour eux et on va avoir des morts. Voilà. Donc, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de solution idéale. Et la Chine... Elle sait que si elle va dans le vivre avec, elle va se retrouver avec des dizaines de milliers, des centaines. Ils ont calculé 1,5 million de morts, malgré une campagne vaccinale qui est difficile à faire pour la Chine. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ne vont pas en maison de retraite. Elles habitent avec leur famille, avec leurs enfants. Elles s'occupent des petits-enfants, d'où leur importance. Tu sais, il n'y a pas de... La seule religion des Chinois, c'est le culte des ancêtres. Donc, c'est ce que j'ai appelé... C'est important, dans un des articles. C'est important, mais bon, je pense que c'est important partout. Et en Chine, c'est vrai, il y a ce truc d'habiter avec les grands-parents, mais c'est pas qu'en Chine, en Asie généralement, ou même dans d'autres pays, tu vois. Donc déjà, il n'y a pas les maisons de retraite où on peut les retrouver. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de réseau de médecine de ville. Imposer la vaccination obligatoire à l'entrée des centres commerciaux avec montrer un smartphone, c'est pas du tout adapté
au vu. Et moi, je pense que les Moi, j'en ai Chinois- vu qu'il n'y avait Ouais. pas de téléphone. Hein. Oui, ils n'ont pas de téléphone. Et dans ce cas-là, tu peux rien dire. Tu deviens dingue avec tous ces codes. Hein. Tu le laisses passer, le mec, parce que c'est son droit de ne pas avoir de téléphone. Voilà. Donc la vaccination des seniors, c'est quelque chose qui était un talon d'Achille avec la Chine. Ouais. Et ça reste difficile de l'imposer parce que les gens ils se sentent pas. Alors il y a eu une très, tentative à Pékin. Il y a eu une tentative qui le lendemain a été capoté. Voilà. Donc juste au moment où je faisais c'était que à Pékin, hein, c'était pas national. Oui, mais il y avait eu, un an avant, il y avait eu un certain nombre de villes de tier 4, de tier 3 et 4, et notamment des sites touristiques qui l'avaient demandé. Et c'est le gouvernement central qui a dit niet. Ouais. Donc, et c'est pour ça que c'est ça par rapport à la France, tu vois, voilà. en mais France c'était obligatoire. La circulation n'est pas la même, le risque hospitalier n'est pas la même. Donc les gens, tu sais, tout le monde a une logique not in my backyard. En France, il y a eu une surcharge du système hospitalier. Voilà, donc c'était un acte civique de se faire vacciner. Et en France, c'était obligatoire, donc c'était pas civique. C'est pareil que les quarantaines. Ne crois pas que si tu te fais vacciner, tu vas pas faire de quarantaine. Ne crois pas que si tu te fais vacciner... C'est ça le truc. Voilà. C'est ça le truc. Donc c'est pas réglo. Au final, ça sert à quoi le vaccin? J'ai envie de dire, tu vois. Le vaccin, ça sert à éviter qu'il y ait un nombre important de cas graves. Parce que cette maladie, malgré l'Omicron qui est beaucoup moins pathogène, et comme c'est extrêmement contagieux, et plus ça va, plus ça l'est, c'est une capacité à te remplir les réanimations et te remplir les hôpitaux comme ce qui s'est passé à Hong Kong. Parce que Hong Kong, c'est le seul pays en 2022 qui a eu une très grave crise. Parce que tous les autres pays ont eu des vagues qui ont fait des morts, etc. Ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est en gros ce qui pourrait se passer en Chine, quoi, sur une échelle beaucoup plus grande. Alors, le taux de vaccination est quand même bien meilleur en Chine. Et moi, je pense que la Chine, elle doit mettre en branle une logistique très importante pour aller chercher les personnes âgées qui ne sont pas encore vaccinées. Et peut-être qu'elle attend d'avoir un vaccin de meilleure facture par rapport à la protection Omicron pour le faire. Donc c'est l'hypothèse que j'ai pour qu'elle ne pousse pas trop sur la vaccination des personnes âgées. J'ai vu des trucs comme ça, oui, comme quoi ils attendaient un nouveau vaccin. Et puis il y a aussi des effets secondaires. Il y a des effets secondaires de l'ARN, mais il y a aussi des effets secondaires des vaccins traditionnels. Et que les personnes fragiles, elles n'ont peut-être pas envie de se prendre tous ces effets secondaires sur la tête. Je comprends. Donc il faut comprendre ça. Et il y a un territoire qui a décidé, c'est peut-être le seul territoire qui a décidé de vivre avec, c'est Taïwan. Ouais. Taïwan, en fait, ils ont eu une grosse vague à Delta en 2021. Il y a eu 800 morts. Et ensuite, ils ont eu... Là, ils parlent même de réouvrir aux touristes à Taïwan. Hein. Ils ont eu 800 morts. Ils ont plus de morts à cause du vaccin à Taïwan. À un moment, oui. Ouais, ça, je m'en souviens. Le moment de la Covid, parce qu'ils avaient mal dosé, etc. Ils ont eu des problèmes. Et après, tout allait bien. Et quand ils ont vu Hong Kong, que ça flambait à Hong Kong, ils se sont embrouillés de se faire bien vacciner, les personnes âgées. Donc, quand l'Omicron est arrivé, ils étaient beaucoup mieux vaccinés. Mais il y a quand même beaucoup de morts. Hein, il y a 7000 morts, je crois. À Taïwan, même tous les jours, il y a des morts. Hein. Alors, tous les jours, il y a des morts, mais la population de Taïwan est beaucoup plus grande que celle de Hong Kong. Ouais. Donc, le taux de... Je sais pas, il y a combien de gens à Hong Kong? Il doit y en avoir beaucoup, quand même. Il y a 5 millions, 7 millions, millions d'habitants. Et il y a 23 millions d'habitants à Taïwan. Oui, c'est beaucoup plus. Donc c'est beaucoup plus. Donc le taux de mortalité est beaucoup plus faible qu'à Hong Kong, mais il est quand même beaucoup plus élevé qu'à Shanghai. Ouais. Ça, c'est sûr. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que Taïwan a décidé de vivre avec à un moment où ça avait une très mauvaise image parce qu'on était en plein confinement de Shanghai. Oui, donc, mais par rapport au reste du monde, c'était quand même plus tard que beaucoup de pays. Oui, donc ils se sont dit, on est bien vaccinés, on veut se démarquer de la Chine parce que nous, on veut être indépendants. Certes. Et la Chine a une mauvaise image avec pas de politique, hein, pas de politique. Voilà, non, mais c'est peut-être le seul territoire qui a décidé
de lui-même parce qu'ils avaient très bien géré avant, en 2020. En 2021, ils ont quand même eu 800 morts, mais ils ont réussi à maîtriser. Et donc, c'est peut-être le seul des territoires qui a décidé de lui-même d'aller dans le vivre avec un bilan qui n'est pas dramatique comme à Hong Kong, mais enfin bon, quand même. Hein. Tu vois, c'est pour ça que j'aimerais... Qui sont dans les 8000 morts, ben, c'est ça, voilà. c'est ça, c'est vrai. C'est triste, mais d'un autre côté, voilà, c'est leur choix. Après, tu sais, j'ai vu que la moyenne d'âge des décès Covid, c'est 84 ans, c'est ça, 82? Alors, à Shanghai, c'était 81,1. Tu vois, mais c'est plus que l'espérance de vie. Oui. Bon, ben voilà, tu vois, moi je dis ça s'arrête là. Parce que en fait, on est en train de faire tout un pataquès pour une maladie qui, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que en Asie, en Chine, à Shanghai, plus t'es vieux, moins t'es vacciné. Parce que... Ce qui se comprend aussi, ils ont peur des risques du vaccin, etc. Non, mais c'est pas le cas en Europe, puisque les personnes âgées tout de suite ont été se faire vacciner. On les a obligés, oui. On est venu les vacciner. Ouais. Mais en Asie, et notamment en Chine, où il y a très peu de maisons de retraite, c'est vrai. C'est moins plus facile. Tu avances, moins les gens sont vaccinés. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Okay. Et c'est pas en leur demandant de présenter un smartphone à l'entrée d'un centre commercial qu'on va aller vacciner. Bon, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. Donc si tu voulais finir sur quelque chose, ben vas-y. Si tu veux finir sur ce qu'on est en train de parler, tu peux. Sinon, autre chose, si tu as envie de saluer quelqu'un ou je sais pas. Alors je voudrais dire, si vous souhaitez retrouver notre travail, on a le site Solidarité Covid. On a donc, on écrit assez régulièrement des articles dans le Petit Journal, qui est le média expatrié francophone mondial, qui m'a mis à l'honneur en me mettant comme finaliste des trophées des Français. Oui, bravo, félicitations, j'avais vu ça. Bah, c'est pas gagné, mais... attends, c'est une reconnaissance, tu vois. J'ai pas gagné, mais c'est vrai que voilà, le sujet, c'est le sponsor, voilà, ça l'a rebuté. Hein, la Chine Covid, ça a dû rebuter le sponsor, donc je n'ai pas gagné le prix. Mais j'étais fière de l'avoir. Et donc on a tous ces articles qui sont très riches de toutes ces analyses inédites dont je vous ai donné quelques chiffres, et il y a certaines données, on ne les trouve pas ailleurs parce que c'est issu de notre travail de curation quotidien. On peut retrouver des articles aussi en anglais, j'en ai traduit quelques-uns en anglais. J'ai aussi un projet de faire un article scientifique, mais bon, là aussi il faut... c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut avoir d'abord une institution scientifique qui te... Mais écoute, j'espère que voilà. Au fil du temps, tu vois, là tu passes chez Sinofrance et je te remercie énormément. Tu m'as dit que tu avais d'autres entretiens de prévus. Donc voilà, peut-être que de fil en aiguille, moi c'est tout ce que je te souhaite. Et je suis ravi de t'avoir ici. Parce que franchement, voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, de promouvoir des personnes comme toi. C'est vraiment mon cœur en fait, mon cœur de cible, ce que je souhaite faire avec le média Sinofrance, c'est ça en fait, tu vois. C'est exactement ça. Donc, je suis ravi que tu sois ici. On est content d'être arrivé, mais ça n'a pas été facile. Non, écoute, c'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo, le Covid, c'est la cause pour laquelle ça a été dur de se rencontrer. Donc, ouais. Voilà. Merci bien. Et puis. Merci à toi. Voilà. N'hésitez pas à suivre notre travail et à nous encourager. Yes, c'est le plus important. Merci. Ciao.